BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse. Guillaume Sommerer. On va parler à présent crypto et blockchain. On vous propose une émission spéciale ici au Palais Brognard à l'occasion du Paris Blockchain Week Summit. Émission spéciale sur BFM Business jusqu'à 17 h pour parler, oui, des crypto-actifs, oui, de la blockchain, leur impact sur l'ensemble de vos placements. Vous connaissez notre slogan sur BFM Business. L'avenir est le seul endroit où on est tous certains de passer le restant de jour. Et la blockchain, comme les cryptos en contiennent une fraction, on leur dédie donc du temps. Et notre invité, sans doute, la personnalité la plus puissante de cet univers crypto au monde, dans cette galaxie de la finance décentralisée. Sa plateforme revendique 90 millions de clients, 70% des volumes mondiaux, mesdames, messieurs, 7 fois plus que son principal concurrent. Le PDG de Binance est notre invité sur BFM Business. Changpeng Zhao. Bonjour Changpeng Zhao et bienvenue en France. Merci de m'accueillir, c'est un grand honneur. Changpeng Zhao, alias CZ pour la communauté crypto, l'un des principaux bâtisseurs, c'est vrai, de cette nouvelle finance qui émerge, l'un des hommes les plus riches au monde aussi, dans l'univers crypto, la blockchain, la finance décentralisée. Pour vous interroger, à mes côtés, deux experts bien connus de l'écosystème en France. Raphaël Bloch, bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. Journaliste cofondateur du nouveau média crypto, The Big Whale. Et bienvenue, et le plus populaire des youtubeurs francophones, Owen Simonin, s'il fallait le nommer. Bonjour Owen. Bonjour Guillaume. Alias Asher et sa chaîne YouTube. Il sera intéressant d'ailleurs de vous entendre dialoguer tous les deux, puisque Owen est aussi à la tête de la société Just Mining et donc un entrepreneur engagé de l'écosystème français. CZ, êtes-vous prêt? Je suis toujours prêt. Vous nous direz de là où vous êtes, comment vous voyez l'avenir de la finance décentralisée, de l'investissement crypto, l'avenir de la régulation et tout simplement l'avenir de Binance comme plateforme leader. D'abord, Binance et la France. C'est votre annonce du jour. Vous venez d'annoncer la création d'un incubateur à Station F au cœur de Paris, dans le 13e arrondissement. Vous allez ouvrir des bureaux aussi dans la capitale française. Vous allez employer de plus en plus de monde. Toute une série d'annonces qui, Changpeng Zhao, sonne comme une déclaration d'amour à la France. Quelles sont vos ambitions en France, pour Binance en France, et pourquoi la France? Oui, nous aimons la France. J'adore la France. Je crois que la France associe de manière originale un fort gouvernement qui comprend l'entreprise, qui est en faveur des entreprises et en faveur de crypto et des innovations, et qui associe à cela beaucoup de talents technologiques, ingénierie, mathématiques. Et c'est aussi un des pays du G7, une des plus fortes économies au monde. Et puis, je crois que la France sera le leader de l'adoption crypto en Europe. Nous pensons que la France est l'un des meilleurs endroits où se trouver pour crypto, pour ce secteur. Il n'y a pas d'amour, comme on dit en France, il n'y a que des preuves d'amour. Quelles sont vos preuves d'amour à la France, les annonces que vous faites aujourd'hui à l'occasion de ce passage à Paris? Je crois que la France a déjà une réglementation claire en matière de crypto depuis 2017. Les régulateurs français sont stricts, mais en même temps ils sont progressistes. Et le fait que cette conférence se tienne ici aujourd'hui le montre bien. On a pu mettre notre petite affiche We Love Binance sur l'édifice, merci. Et Martine, avant cela, a obtenu l'autorisation des régulateurs qui sont de l'autre côté de la rue et qui nous regardent. Donc des petites choses comme ça montrent que les régulateurs ici sont très progressistes. Oui. Je crois que c'est un cadre très pro-entreprise. Du coup, ces annonces, la création, c'est ça, dites-moi, la création d'un incubateur dans le 13e arrondissement de Paris, des bureaux à venir aussi au cœur de la capitale française, est-ce que vous pouvez détailler ces annonces et voilà, ces preuves d'engagement que vous voulez apporter aujourd'hui à ceux qui nous suivent sur BFM Business? Oui, nous sommes très engagés. On a déjà un bureau à Paris, à 10 minutes d'ici, je crois. On a 50 personnes qui travaillent pour nous. Ça, c'est notre équipe. Et puis, on a assuré la transparence avec les régulateurs. On a annoncé aujourd'hui qu'on avait un partenariat avec Station F pour les incubateurs et on aura notre propre espace à l'intérieur de Station F et on travaillera avec eux pour choisir les projets les plus porteurs. Et nous allons suivre ces entrepreneurs qui font des projets Web 3 et les aider dans leur croissance. Tels sont certains des engagements, des petites contributions que nous avons apportées. Il y en a beaucoup d'autres.
Vous parlez d'incubation pour des projets français à Station F. Allez-vous attribuer des ressources pour le développement de ces projets? Et si c'est le cas, quelles sont ces ressources que vous allez attribuer? Oui, nous pouvons aider les projets Web3, en particulier, de nombreuses manières. C'est probablement notre équipe qui a le plus d'expérience en matière de conception de jetons. On peut leur dire quelles sont les bonnes conceptions. On a une période de vesting de 10 ans. Ainsi, les utilisateurs, c'est plus facile pour eux. Les investisseurs ne vont pas décamper au bout de 2 ans. Et on peut les aider à faire la première vente de jetons, l'IEO. On a beaucoup d'utilisateurs, donc plus de crédibilité. Et puis, si un projet décolle, on peut les introduire en bourse, leur fournir des liquidités. Donc, pour toutes ces raisons, on peut les aider à partir du jeton, du côté jeton. Et puis aussi, on a des forts entrepreneurs chez nous qui peuvent être des mentors pour aider ces gens-là à résoudre leurs problèmes, les lier à d'autres. On a des liaisons avec la plupart de ces gens-là. On peut les assurer la passerelle avec les régulateurs, résoudre les problèmes, parce qu'on a subi beaucoup d'examens de la part des régulateurs et maintenant on a une forte équipe conformité. Pour toutes ces raisons, on est prêt à les aider. Une période de vesting de 10 ans, ça va changer certaines habitudes. Comment est-ce qu'un entrepreneur français qui a un projet dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies peut vous approcher pour essayer d'avoir sa chance d'être incubé à vos côtés à Station F? Oui. D'abord, on a une équipe ici. Ils peuvent communiquer avec notre équipe facilement. Par ailleurs, pour les entrepreneurs, vous savez, je veux d'abord que notre équipe investissement s'implique. Et pour tout projet où on investit, qu'on incube, chacun peut communiquer pratiquement avec moi. Donc, ils peuvent pratiquement m'envoyer un message. Ça, c'est surtout les projets qu'on choisit. Malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs à travers la planète qui veulent m'envoyer des messages. Je ne peux pas répondre à chacun d'entre eux. Mais je suis toujours disponible pour tous nos projets portefeuille, y compris en France. En France, vous savez qu'il y a déjà plusieurs grosses entreprises de l'écosystème crypto. On pense à Ledger ou Sorare. Est-ce que vous avez à nous citer d'autres entreprises pour vous qui sont très prometteuses sur le territoire français? LVMH, en tout cas, est remarquable. Mais il y a beaucoup d'autres sociétés technologiques, Ledger, l'une des plus importantes, avec des portefeuilles déjà en place. Ils sont basés à Paris, ils sont français, et ils ont en place un portefeuille d'auto-garde. Donc il y a beaucoup de ces joueurs en France et nous voulons qu'ils croissent davantage. Nous pensons que la France a énormément de talent. Si on considère les 10 personnes les plus riches au monde, il y en a 9 aux États-Unis, une en France seulement, et ce n'est pas une société technologique. Donc on veut davantage de sociétés technologiques en France. Aujourd'hui, on utilise l'Internet, Google, Twitter, Amazon, tout ça. Ce sont les sociétés américaines. Nous voulons davantage de ces entreprises dans le monde Web3 en France. Sur un autre plan, vous savez qu'en France, il y a le fameux statut de PSAN, un prestataire de services sur actifs numériques. Où en êtes-vous dans votre démarche? Est-ce que vous avez demandé à être enregistré? Est-ce que vous allez demander l'agrément en France? Oui. Nous voulons, bien sûr, cette autorisation et nous avons lancé la demande d'autorisation en France. Je ne connais pas bien le calendrier, mais nous voulons cette licence. C'est une question de semaines, de mois? Je ne sais pas avec précision. Nous n'avons pas le plein contrôle du calendrier, ça dépend aussi des régulateurs, mais le processus est lancé et je crois qu'il se déroule bien. Quel rapport entretiendrez-vous le jour où vous aurez peut-être, on l'espère pour vous, ce statut PSAN? Quel rapport entretiendrez-vous avec les autres PSAN du marché français? Est-ce que de par votre taille, votre gigantisme, vous ne pensez pas que vous risquez de leur couper un peu quand même l'herbe sous le pied sur ce marché? Non, je ne le crois pas. Je crois qu'actuellement, l'industrie crypto est si faible, il y a tellement de potentiel de croissance. À l'échelle mondiale, l'adoption crypto, c'est de l'ordre de 3 à 5%. Et sur ces 3 à 5%, donc 3 ou 5 personnes sur 100 qui ont des actifs crypto, et ils n'ont qu'une petite proportion de leurs actifs, sans doute moins de 10% en crypto. Donc, de tous ces points de vue,
c'est pas la peine de se battre sur les 3 ou 5% du marché. Il faut au contraire augmenter le marché pour le faire passer à 30%, 80%. Donc, nous pensons qu'il est prioritaire d'augmenter l'industrie et pour cela, il faut avoir beaucoup d'acteurs. Donc, nous investissons dans d'autres bourses locales et nous les aidons dans leur croissance. Nous voulons assurer leur croissance et nous voulons que ces portefeuilles d'auto-garde, nous voulons être leurs partenaires, nous voulons être partenaires de l'Enger, nous voulons promouvoir l'ensemble de l'industrie. Nous ne voulons pas être un monopole, parce que crypto, ça ne marche pas avec un seul prestataire. En fait, il y a des milliers de bourses à travers le monde et nous sommes simplement l'une des plus grandes. Donc finalement, vous êtes plus dans une approche qui vous pousserait à créer des passerelles avec les acteurs français et européens plutôt que d'être dans une stratégie d'acquisition d'acteurs étrangers. Mais nous ne sommes pas du tout opposés au M&A et des investissements où nous serions actionnaires minoritaires. Nous sommes ouverts à tout ça. On a différentes filières. On peut investir dans les acteurs, être des acteurs, et puis faire des offres en même temps. Binance a à l'intérieur à plusieurs équipes qui sont en concurrence et qui se marchent sur les pieds. Pour un produit, on peut avoir 3 équipes qui sont en concurrence. Un qui commence à faire ceci, l'autre qui va redéfinir ses objectifs. Donc on a plusieurs équipes sur un projet. Nous pensons que plus il y a d'options pour l'utilisateur, en fin de compte, l'utilisateur va choisir les meilleures options. Donc on suit toujours différentes initiatives en même temps. Nous sommes très ouverts à investir dans des bourses françaises, mais très honnêtement parlant, il n'y a pas tellement de bourses locales ouvertes aujourd'hui. Donc c'est un marché qui débute et nous voulons davantage d'acteurs. On le rappelle, Changpeng Zhao, CZ, le PDG de Binance, est notre invité exceptionnel aujourd'hui sur BFM Business. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous annoncez tous ces investissements, un incubateur à Station F, de nouveaux bureaux à Paris, des emplois créés à l'avenir et davantage par Binance. Très bien. Est-ce que tout cela est conditionné au résultat de la présidentielle qui se joue? Vous intervenez, vous faites ces annonces en pleine présidentielle. Est-ce que le résultat de cette présidentielle pourrait impacter ces annonces que vous faites aujourd'hui? Est-ce que ces annonces sont au contraire inconditionnelles? Non, j'espère que ça ne dépendra pas de ça. Je crois que, quel que soit le président, un gouvernement doit être en faveur de la croissance. C'est important pour chaque citoyen. Et je crois que Web3, blockchain, crypto, c'est fondamental pour la croissance à venir. C'est une technologie monétaire nouvelle qui permet de créer une meilleure monnaie. C'est important pour l'avenir de la FinTech et pour tout secteur financier, particulier, futur traditionnel, gaming, etc. Je crois qu'il faut encourager la croissance et pour cela, il faut encourager ce secteur. Je ne connais pas la politique locale, il y a tellement de pays, je ne peux pas tout connaître. Mais jusqu'à présent, le gouvernement actuel, avec Macron à la présidence, a fait un travail extraordinaire. Quels que soient les résultats de l'élection, je pense que ça va continuer. Avec ces grosses annonces en France, est-ce que vous n'avez pas peur parallèlement quand même de l'impact de la régulation européenne? On parlait là de la présidentielle, mais il y a aussi l'impact réglementaire à l'échelle européenne. Il y a un proverbe chinois qu'on aime bien qui dit « Quand le vent souffle, certains bâtissent des murs, d'autres des moulins ». La réglementation MiCA et les règles à venir en Europe constituent-ils des murs? Viennent-ils perturber le potentiel du secteur en Europe ou au contraire, y voyez-vous un moulin et une démarche constructive? Oui, nous avons une perspective à long terme, équilibrée. Il arrivera que certains nouveaux règlements seront trop stricts pour notre secteur, d'autres sont trop souples. Donc il y aura un petit peu des montagnes russes, des oscillations qui vont se produire jusqu'à ce qu'on parvienne au bon équilibre. Nous pensons que ça va prendre du temps, des années. Peut-être même des décennies. Mais dans ce secteur, nous avons une stratégie à long terme. Nous avons cette mentalité, nous pensons que certains règlements sont trop négatifs. Ça ne fait rien, on peut s'en accommoder. On peut travailler avec les régulateurs pour retrouver un équilibre. Ça prendra des années pour que ça parvienne à un bon équilibre. Et puis on a l'énergie pour tenir la route. Owen.
Vous êtes le plus gros exchange au monde et vous gérez naturellement les plus gros volumes financiers dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Que répondez-vous aux gens qui vous parlent de blanchiment d'argent? Vous savez, actuellement, le blanchiment d'argent est très inférieur sur crypto. Chain Analysis, c'est une société qui a une bonne réputation, qui est utilisée par le FBI, la CIA, etc., le Trésor. Et début janvier, ils ont fait un rapport annuel pour 2021. Et en 2021, 0,15% seulement des transactions étaient peut-être associées à des activités illicites. 0,15%. En même temps, en ce qui concerne un rapport des Nations Unies concernant les monnaies fiduciaires, de 2 à 5% y seraient associés. Donc c'est beaucoup plus important. Donc de l'ordre de 5 000 milliards de dollars. Ainsi, à partir de ces chiffres, on s'aperçoit que les autorités devraient encourager les gens à utiliser les cryptos parce qu'il est beaucoup plus difficile de les détourner vers des activités illicites. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Malgré ces faibles statistiques, quels sont les outils que vous avez mis en place pour lutter justement et pour essayer finalement d'empêcher ce 0,15% de transactions illicites? Il y a de nombreux dispositifs mûrs que nous mettons en œuvre. Chain Analysis, Elliptic, TRM, on utilise ces dispositifs pour scanner chaque opération. Mais en plus, c'est très important, on a une équipe très solide. On a employé des ex du Trésor, d'Interpol, des régulateurs qui travaillent désormais dans notre équipe. Moi, je ne suis pas assez intelligent pour faire ça, mais eux mettent au point des processus, ce sont les meilleurs et ils permettent de contrer l'utilisation illicite de nos cryptos. Nous recrutons les anciens de ces organes de tutelle et nous faisons ça beaucoup mieux que les banques. C'est plus facile à tracer dans la crypto. Quand vous êtes en France comme ça et également en Europe, est-ce que vous rencontrez des politiques, des responsables politiques de très haut niveau? Vous avez évoqué le chef de l'État français et également sur la réglementation. Est-ce que sur MiCA, donc la nouvelle réglementation qui arrive en Europe, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en discuter avec des responsables politiques? Oui. Ça a évolué ces dernières années. Il y a 2 ans, si j'allais dans un pays, en général, le chef d'État me parlait. Enfin, ça dépendait du pays. L'année dernière, pratiquement partout, on a pu parler au chef d'État, aux tutelles, aux responsables des tutelles, donc à l'AMF en France. Et j'ai rencontré le président Macron de temps en temps, brièvement. Il soutient tout à fait le secteur. C'était en novembre dernier. Donc, on a ces canaux de communication à très haut niveau. Et puis, ce qui est important, c'est que ces conversations portent sur la question de savoir comment on peut amener la crypto dans ce pays, comment on peut lancer les entrepreneurs, réglementer, comment assurer la croissance de l'industrie. Un point qui m'inquiète beaucoup avec la régulation européenne, c'est qu'elle propose pour l'instant de restreindre les unhosted wallets. Pensez-vous qu'un utilisateur devrait garder le droit d'utiliser sa crypto-monnaie sur son propre portefeuille sans justification d'identité? Je crois que ces réglementations sont trop strictes. Nous parlons aux tutelles pour faire valoir notre point de vue en leur disant qu'il faudrait trouver une autre manière de réglementer ça pour que l'utilisation soit plus conviviale. Parce que ça met en cause l'expérience d'utilisation et ce n'est pas très efficace comme réglementation. Ça veut dire qu'un utilisateur va devoir faire passer les fonds sur son propre portefeuille et puis en un deuxième temps, envoyer ça ailleurs. Donc ça fait 2 opérations au lieu d'une. Ce n'est pas super difficile, c'est un peu ambigu, mais en même temps, ce n'est pas efficace. Donc, il faut des outils de suivi plus forts pour pouvoir déterminer quelles sont les activités illicites. Donc, il y a souvent une éducation à faire. Ça arrive,
Mais ce qui est important, c'est que les tutelles regardent ça, ils sont actifs. Donc, dans le pire des cas, ils ne nous répondent pas, mais là, on a des canaux de communication avec eux. Il y aura toujours des cas où ça sera trop strict ou trop lâche, mais il faudra s'en accommoder. On est ensemble sur BFM Business, on arrive presque à la moitié de cet entretien. On vous rappelle notre prestigieuse invitée, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, nous accompagne. Binance, c'est simple, 90 millions d'utilisateurs revendiqués, 7 fois plus que son principal concurrent, 70% du volume mondial dans cet univers crypto, finance décentralisée. Un univers, Changpeng Zhao, qui porte sa part d'ombre, comme tous les univers, sa part de lumière aussi, voire de fantasmes et de rêves, d'espoir. Pourquoi les États doivent-ils prêter autant attention à votre écosystème? Vous êtes l'une des salles des machines de ce monde, cette nouvelle finance qui tente de se construire. Quels sont les potentiels de transformation des cryptos, de la blockchain, de la DeFi, si on devait donner des exemples concrets de ce que tout cet univers pourrait, ainsi que le Web3, concrètement transformer et changer dans le monde? Je crois qu'il y a un impact fondamental que cette technologie pourrait avoir. L'Internet a démocratisé l'information. Cette techno pourrait démocratiser l'accès aux services financiers à l'argent et beaucoup d'autres choses encore. Et donc, ça a des retombées énormes sur l'économie, sur le bien-être des gens. Je crois que c'est normal que les gens s'y intéressent. Cela montre qu'il y a un impact, qu'il y a une contribution éventuelle de cette industrie à la société. Nous avons eu de la chance de commencer au bon moment. On avait un bon produit, un bon service aux clients et un bon équilibre, et les gens nous ont fait confiance. Et nous voulons continuer de faire partie de cette évolution. Binance a une approche mondiale, comme vous l'avez rappelé, vous êtes présent à peu près partout sur la planète. Aujourd'hui, en 2022, quelle est pour vous la région la plus dynamique au niveau des cryptos? Il y a pas mal de régions à travers le monde. Dubaï, Bahreïn, le Moyen-Orient a été très progressif ces derniers mois. Ils ont évolué très rapidement. La France se débrouille très bien en organisant des conférences comme celle-ci, et puis la communication avec les tutelles a été très positive. Et puis il y a d'autres pays en Europe tels que le Portugal qui est très pro-crypto, Gibraltar, la Suède, la Suisse est pro-crypto depuis longtemps. En Amérique latine, il y a le Salvador qui a reconnu le cours légal du crypto. Et puis, ces derniers mois, j'ai été au Brésil, en Argentine, en Uruguay. Aucun de ces pays n'est anti-crypto. Donc il y a une évolution. Et nous sommes très optimistes par rapport à l'avenir de ce secteur. Nous voulons continuer de travailler encore davantage avec différents pays. Je voudrais vous dire que je vais passer l'été à Paris cette année. On est en plein conflit toujours en Ukraine. Vous voyez un impact de cette guerre, je ne sais pas, sur le marché ukrainien par exemple, un rapport au crypto qui évolue, vous voyez ça peut-être sur des volumes, en Russie peut-être éventuellement aussi. Enfin, est-ce que là-dessus, vous pouvez nous apporter un point de vue sur l'impact de ce conflit, mais par le prisme crypto, blockchain, etc. Oui, sur la guerre en Ukraine, deux, trois choses. D'abord, nous sommes complètement contre la guerre, contre les dictateurs qui commencent des guerres. La guerre, c'est le mal absolu. Donc nous sommes très en faveur de cette population ukrainienne et c'est pour ça qu'on a travaillé pour les aider. Je crois que nous sommes la seule entreprise qui a donné plus de 10 millions de dollars et nous allons augmenter cette contribution. J'ai parlé avec le ministre de l'activité numérique en Ukraine la semaine dernière. On a évoqué différentes initiatives pour aider. En fait, l'Ukraine va à fond la caisse sur l'adoption de crypto. Même avant la guerre, ils étaient très pro-crypto. Alors, les sanctions. Ce n'est pas nous qui faisons les règles. Nous respectons les règles. Si quelqu'un est sur la liste de sanctions, nous ne travaillons pas avec eux. Mais on n'a pas trouvé de ces personnes sanctionnées dans notre clientèle parce qu'on les avait éliminées auparavant. Je crois qu'ils étaient liés surtout au PEP. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit, ni contre les Russes ordinaires. Il ne nous appartient pas de faire les règles. Les règles sont
déterminé un niveau très élevé du gouvernement, avec un soutien législatif, militaire et policier. Je ne peux pas dire tout d'un coup, on va bloquer les actifs russes, par exemple. Je ne peux pas non plus dire, un de ces jours, on va bloquer les actifs français. Ça serait criminel. Donc, on ne sait pas en mesure de prendre ces décisions. Si l'Europe aboutit à des sanctions plus dures, nous les respecterons. Mais d'un point de vue plus fondamental, nous voulons aider les gens des deux côtés, quand nous le pouvons. Oui. Dernière question sur cet aspect un peu géopolitique des choses. La Chine, beaucoup de confinements encore en Chine. Shanghai reste en grande partie confiné, par exemple. On a vu dans un pays comme la France que le premier confinement a poussé un certain nombre d'investisseurs à plus investir en bourse, mais aussi en crypto. En Chine, c'est un phénomène que vous observez. Puis quel rapport vous estimez que la Chine a à Binance et Binance à la Chine? Le confinement à Shanghai, c'est surtout à cause du Covid. Il n'y a pas vraiment de corrélation pour le moment. La Chine a interdit depuis plusieurs années la crypto ou la production de crypto. Il n'y a pas eu beaucoup d'activités crypto en Chine de toute manière, en tout cas pas à notre connaissance. On ne voit pas de Chinois sur ce secteur. Comme Google, Twitter et les autres, notre domaine Binance.com est interdit en Chine et les Chinois ne peuvent pas y faire appel directement. Le confinement actuellement, j'ai des amis à Shanghai qui me disent « Ah, c'est trop strict, on n'arrive pas à nous nourrir. » C'est vrai pour certaines personnes, mais globalement, ce n'est pas une très bonne situation. On espère qu'ils vont pouvoir dépasser ces problèmes et que le confinement se terminera. En tant que responsable de Binance, vous dirigez donc la plus grosse plateforme de la planète. Vous savez que les enjeux de sécurité sont considérables. Il y a régulièrement des hacks de plateformes. Si vous deviez vous mettre une note de 1 à 10 sur la sécurité, à quel niveau vous pourriez vous situer? Je crois qu'on se situerait aux alentours de 9,999. Bref, très haut. La sécurité, ça ne peut pas être à 100%. Donc, si on travaille sur cette terre, on aura toujours des problèmes. Et les bourses ne seront jamais sûres à 100%. En même temps, on utilise une démarche en couche pour la sécurité. Par exemple, sur le portefeuille, c'est ce qui intéresse la plupart des gens. On a de l'ordre de 13 couches de sécurité. Donc, si un hacker va à la couche 3, il peut chaparder 100 millions. Et même s'ils peuvent aller jusque-là, on ne fera pas faillite. On peut encore tenir le coup. On a ce qu'on appelle un honeypot, mais ce n'est pas un honeypot, en fait, c'est de l'argent réel. Et pour que les gens se rendent compte, vous investissez à peu près combien par an sur ces questions justement de sécurité pour protéger les actifs de vos clients? Nous investissons actuellement de l'ordre pas loin d'1 milliard de dollars. C'était dans les centaines de millions, mais actuellement, je crois qu'on est à 1 milliard de dollars. C'est aussi pour cela que les bourses ont de forts effets réseau. Plus on est gros, plus on a des effets. Parce qu'on a des économies d'échelle, tandis que les petites bourses ne peuvent pas investir tellement et leurs systèmes sont sans doute moins sûrs. On a des économies d'échelle. Ainsi, je crois que c'est de l'ordre de 1 milliard de dollars actuellement. On s'en rend compte à travers les comportements utilisateurs. C'est très souvent les comportements des users d'une plateforme qui laissent des failles et qui permettent à des gens de dérober des fonds. Pensez-vous continuer d'accentuer la sécurité à travers Binance Academy afin de donner les best practices aux utilisateurs pour protéger leur argent sur la plateforme? Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais il y a différents cas. Il y a des cas où certains des fonds sont dérobés au système et d'autres qui passent par le système Binance. Ça va dépendre aussi du niveau. Si c'est un cas important, on a des équipes pour suivre ces fonds. Et puis, je vous ai parlé d'outils tels que Chain Analysis, TRM, etc., qui suivent ces fonds. Si ces fonds arrivent sur notre plateforme,
ces outils vont nous avertir. Bon, ce n'est pas encore une sécurité à 100%. Si c'est une petite faille, une petite escroquerie, on ne sera pas forcément au courant. En fait, on dépend des utilisateurs pour qu'ils nous en parlent au moment où ça arrive, pour qu'on puisse mettre ces opérations sur la liste de suivi et la liste noire. Et c'est important pour vous de continuer l'éducation de ces utilisateurs via Binance Academy pour leur donner les meilleurs réflexes pour protéger leur compte? Oui, tout à fait. Donc l'éducation, c'est extrêmement important pour les utilisateurs. C'est pour ça qu'on a plusieurs programmes d'éducation. On a la Binance Academy qui a lancé des centaines d'articles traduits en une trentaine de langues, dont le français et l'espagnol, etc., pour que les gens comprennent les implications sûreté de la crypto. Et puis à l'Académie, on a ce qu'on appelle le Binance Masterclass en personne. Et l'année avant le Corona, on a eu 350 classes. Donc chaque jour, il y avait une classe. On a fait ça dans une région pilote en Afrique et à chaque classe assistaient plusieurs centaines de personnes. Pendant le Covid, on était en ligne avec de 1000 à 2000 personnes. Donc c'est quelqu'un qui va évoquer différents sujets, essentiellement des questions de sécurité très fondamentales. Nous travaillons avec des universités, notamment à Paris et d'autres pays d'Europe. Il s'agit de cours universitaires qui sont introduits chez nous et qui nous permettent d'enseigner ce qu'on sait. On a aussi un programme de bourses. On donne des bourses à des gens pour qu'ils aillent à l'université et avec une exigence supplémentaire, passer un test blockchain. Donc on a différentes initiatives, différents fers au feu. Et ça, il faut le poursuivre, il faut continuer d'investir là-dedans. Raphaël. Oui, dans le Palais Brongniart, bon, vous savez qu'il y a encore quelques années se trouvait la Bourse de Paris. Aujourd'hui, comment vous voyez en fait votre relation avec les acteurs de la finance traditionnelle, les acteurs financiers comme Euronext, on pense aussi au NYSE à New York? À New York, beaucoup des établissements traditionnels entrent dans la crypto. Dans différents pays, les réglementations sont différentes. À New York, c'est les États-Unis, c'est la tutelle américaine. Moi, je ne passe pas tellement de temps là-dessus. Mais il y a de plus en plus d'établissements traditionnels qui viennent à la crypto. Et ce sont des prestataires de services, très souvent, pas seulement les bourses. Nous voudrions travailler avec eux pour leur donner de la formation et leur permettre de travailler avec notre bourse crypto. Nous avons des partenariats, mais pas de très grande importance pour le moment. Donc on va continuer de travailler avec les prestataires financiers traditionnels. Pas seulement des partenariats, nous voulons investir chez eux, devenir actionnaires, et nous sommes ouverts à des alliances, de manière à les amener à travailler dans la Web3. Wall Street, ça pourrait vous intéresser? Une cotation à Wall Street? Oui. Wall Street, c'est très intéressant, mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'acteurs. Kraken, et j'en passe. Finance US. Donc, il y a beaucoup d'acteurs aux États-Unis. C'est un grand pays, mais ce n'est que 20% du PIB mondial. Et le 80% à l'extérieur des États-Unis. Et c'est là que nous voulons intervenir et davantage en France, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Et c'est un marché qui est plus fragmenté. Mais nous sommes une plateforme mondiale, c'est notre ADN. Nous voulons consacrer davantage de temps à assurer la croissance des autres marchés. Il nous reste à peine 2 minutes à passer ensemble. Changpeng Zhao, le PDG de Binance, à nos côtés sur BFM Business, cette émission spéciale jusqu'à 17h consacrée aux cryptos. Ici, au Palais Brongniart, vous en parliez, Raphaël, à l'instant, le Palais Brongniart, le temple historique de la bourse. Aujourd'hui, dédié un événement à cet univers de la crypto, de la blockchain et du Web3. Owen, vous êtes un entrepreneur engagé de cet écosystème en France. On va vous laisser la dernière question. S'il y avait une dernière question, peut-être plus personnelle aussi, que vous souhaiteriez adresser au PDG monde de Binance, ici à vos côtés, à 1 mètre de vous, à votre droite, quelle serait cette question? Je pense que le monde de la blockchain est compliqué parce que quand on est une entreprise, on est centralisé.
mais on doit fournir des services à des gens qui veulent de la blockchain et de la décentralisation. Que répondez-vous à quelqu'un qui vous dit qu'il préfère conserver sa crypto-monnaie sur son propre portefeuille? Nous y sommes très favorables. Nous voulons qu'ils gardent leur crypto sur leur portefeuille. Si vous êtes capable de le faire, pourquoi pas? Si vous avez, en général, ce sont des gens qui ont les connaissances, les capacités techniques, c'est une meilleure démarche pour eux. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette capacité de garder leur propre crypto. C'est la majorité des gens. Et pour que ça soit sûr, il faut que l'ordinateur ne soit pas attaqué par un virus, il faut qu'on perde pas l'ordinateur, il faut qu'on ait un backup, une clé privée, et si vous décédez, il faut léguer ça à vos enfants, et c'est très difficile à faire. Tandis que sur une bourse centralisée, vous avez un mot de passe, vous avez un dispositif de soutien, il y a des manières de récupérer le compte, etc. Mais les gens qui ont les capacités techniques de garder ça sur leur propre portefeuille, nous l'encourageons. Et nous avons aussi un produit qui s'appelle Trust Wallet sur ce créneau et qui est le plus téléchargé. Téléchargé sur de l'ordre de 50 millions d'ordinateurs. Donc ce n'est pas un petit produit. Donc nous encourageons les deux voies. Si vous êtes un trader, oui, il faut garder votre trading sur la bourse, mais dans ce sens-là, si vous pouvez le faire, gardez-le. Peut-être une dernière question, Sizi, en quelques secondes, et la réponse sera rapide. Tout le monde se demande où est-ce que vous allez installer votre siège mondial, si ça va être en Asie, aux États-Unis ou en Europe. Est-ce que ça pourrait même être éventuellement en France? Je crois que Paris sera sûrement notre siège régional pour l'Europe. Nous aurons différents sièges régionaux à travers la planète. Ce terme de siège mondial, c'est très virtuel, c'est très vague. En fait, c'est la société mère qui peut être basée n'importe où. Le sens de siège est différent pour la plupart des gens. En général, ça veut dire c'est là que se trouve la direction. Alors, cet été, je serai basé à Paris. Je voyagerai bien sûr, mais je serai souvent à Paris. Donc, vu sous cet angle, je passerai beaucoup de temps à Paris. Bienvenue. Merci beaucoup, Changpeng Zhao, Sizi, pour voilà, les intimes. Le PDG de Binance nous accompagnait. Merci d'être passé nous voir ici à Paris et sur BFM Business. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à mes deux acolytes, Raphaël Bloch et ce nouveau média crypto, The Big Whale. Et bon vent à la baleine, alors, Raphaël. Merci beaucoup. Owen Simonin aussi qui nous accompagnait. Merci beaucoup, Owen. Asher, sa chaîne YouTube, 500 et quelques mille abonnés. Sa société Just Mining. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette édition spéciale consacrée aux crypto et à la blockchain à l'occasion du Paris Blockchain Week Summit sur BFM Business. À tout de suite.